La seule évocation de leur nom nous transporte vers un coin de paradis, les Seychelles. Quelques 115 îles disséminées sur les eaux éclatantes de l'océan Indien. Pour maintenir en vie ces paysages de cartes postales, l'archipel a compris très tôt la nécessité de faire de la préservation de son environnement un devoir national. Les effets du changement climatique ont conforté cet esprit pionnier. Et les îles méconnues que nous allons découvrir sont devenues de véritables sanctuaires naturels, résolument orientés vers l'écotourisme. Au nord-est de Madagascar, l'archipel des Seychelles comprend 3 îles principales, des dizaines d'îlots et des îles dites extérieures. Il couvre une surface maritime de plus d'1 million de kilomètres carrés. Situé à 400 km de Mahé, l'île principale, le groupe Alphonse comporte 3 îles dont 2 sont inhabitées. Ces atolls sont un bel exemple de fonctionnement. Depuis 2007, ils sont soutenus par une ONG, l'Alphonse Foundation, qui regroupe diverses associations de protection du littoral, de la faune et de la flore. Alphonse a développé son secteur hôtelier pour le rendre le plus autonome possible. L'île dispose de potagers et de vergers bio, ainsi que du poisson en abondance. Les légumes poussent facilement, mais ils exigent une surveillance constante compte tenu de l'intensité du soleil. L'indispensable irrigation se fait avec de l'eau de récupération. Sur le plan de l'énergie, la ferme solaire arrive à couvrir 70% environ des besoins des habitants. Ancien repère de pirates venus y cacher leur butin, l'île a été découverte en 1730 par Alphonse de Pontevez, un explorateur français qui lui a donné son nom. Avec le développement des plantations de cocoteraies, Alphonse est devenu très vite un lieu de production de copra et d'huile de coco. Jusque dans les années 1990, cette activité est restée la principale ressource économique de l'île. Compte tenu de leur éloignement des lieux de pêche industriels, les récifs coralliens qui entourent l'île sont particulièrement riches. Le corail n'a pas trop souffert et on y trouve une belle diversité d'espèces. Avec ses atouts, Alphonse est devenu un lieu privilégié pour la pêche à la mouche. Mais là aussi, pas question de faire n'importe quoi. Depuis 2017, un code de bonne conduite a été adopté, stipulant que le pêcheur a pour obligation de relâcher sa prise dans les meilleurs délais. La photo souvenir reste heureusement permise. Ce type de pêche demande une bonne connaissance du comportement des poissons. Une fois repéré dans des eaux peu profondes, il faut l'attirer puis le ferrer. Comme Youssouf, un instructeur de cette discipline, nous en fait la démonstration. Nous sommes dans les locaux d'ICS, une association qui travaille avec l'Alphonse Foundation. Créée en 2001, elle a pour but de promouvoir la conservation et la restauration des écosystèmes insulaires. Elle lutte aussi en faveur du développement durable. Georges se prépare à la collecte des données. Il fait régulièrement le tour de l'île à pied pour relever le nombre de tortues venues pondre sur la plage. Ça fait 28 cm de large. C'est sans aucun doute une tortue verte. En repartant, elle a recouvert son nid et elle est ensuite partie dans cette direction. Les traces sont impressionnantes. La femelle a dissimulé avec soin le lieu exact de la ponte. Il se révélera au moment de l'éclosion dans 45 voire 70 jours. Les tortues, qu'elles soient marines ou terrestres, ont toujours été un sujet délicat aux Seychelles. Jusqu'à une époque récente, elles étaient consommées par la population. Depuis 1994, leur chasse est interdite. Annie vient chaque jour nourrir et surveiller la pouponnière de tortues géantes.
Les tortues géantes des Seychelles étaient autrefois en danger critique d'extinction. Mais maintenant, la situation s'est bien améliorée. Pour la plupart d'entre elles, même sur l'île principale de Mahé, elles sont devenues comme des animaux de compagnie. Vous pouvez donc les avoir chez vous et vous les nourrissez tous les jours. Lorsqu'elles n'ont que cette taille, leur carapace n'est pas assez solide. Des prédateurs comme les hérons, ou encore les chats, ou les rats, peuvent facilement les attraper et les manger. C'est pour cela que nous les gardons à l'intérieur. Elles resteront à l'abri pendant encore 3 à 4 ans en attendant que leur carapace durcisse, pour éviter tout risque d'agression. Voici George, l'un des vétérans de l'île. Il aime bien que l'on s'occupe de lui. Il a entre 80 et 90 ans. Et oui, ils peuvent vivre jusqu'à 150, voire 200 ans. Au centre de l'île, les vestiges des sites d'exploitation de la noix de coco rappellent qu'Alphonse était un centre de production très actif. Alphonse a connu une occupation humaine importante de son territoire. C'était un lieu important de production de copra, avec une grande plantation de noix de coco. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est d'enlever lentement une partie de cette ancienne plantation de noix de coco et ses arbres, au bénéfice des espèces d'arbres indigènes, et aussi en particulier des oiseaux de mer qui ont du mal à nicher avec seulement des cocotiers. Nous cherchons donc à vraiment diversifier la forêt. Seule une petite partie a pu être arrachée. Le reste de la cocoteresse s'est effectivement transformé en une véritable jungle. Une autre épreuve tout aussi compliquée les attend. Éradiquer de l'île tous les animaux qui n'ont rien à y faire et qui présentent une menace pour les oiseaux, en particulier les rats, les chats et les poules. Aujourd'hui, Eleanor, qui travaille pour l'Alphonse Foundation, a rejoint l'équipe de l'ICS pour se rendre sur la 2e île de l'archipel, Saint-François, située à quelques kilomètres de là. C'est une île qui n'a jamais été habitée, un paradis pour les oiseaux et les tortues de mer. Dans cet écrin de toute beauté, les équipes doivent réaliser des relevés précis. Ils profitent de la marée basse afin de pouvoir faire le tour de l'île à pied. Toute l'équipe se protège le corps et le visage du soleil, particulièrement agressif sous ces latitudes. En ce mois de mai, les frégates sont bien présentes. C'est un oiseau hors du commun, capable de voler des heures durant sans se poser. Plusieurs espèces nichent ici en parfaite harmonie. Les frégates mâles se reconnaissent au sac gulaire rouge vif situé sous leur bec, qu'ils gonflent pendant la saison des amours. Dans ce nid, 2 oisillons se battent. Seul le plus vaillant des 2 survivra. Environ toutes les 2 semaines, nous venons sur Saint-François pour un suivi. Nous venons faire des relevés pour les tortues marines et compter tous les oiseaux marins et vérifier les nids de ceux qui nichent. Les fous à pieds rouges sont de drôles d'oiseaux dont la couleur du bec et des pattes ne passe pas inaperçue. Les couleurs sont vraiment magnifiques.
Le partage des informations est indispensable entre les deux équipes. Il permet d'évaluer la présence de nouveaux nids ou la disparition de certaines espèces. Eleanor est optimiste sur l'avenir de l'archipel, d'autant que le gouvernement a inscrit la sauvegarde de l'environnement dans la Constitution. Je pense que c'est le facteur le plus important et de loin, l'engagement du gouvernement des Seychelles à reconnaître les ressources naturelles de l'archipel et qu'elles représentent la plus grande valeur pour ce pays. C'est quelque chose, vous savez, ce sont les Seychelles. Tout est centré autour des beautés naturelles. Une chose qui est vraiment positive, c'est le nombre de tortues qui nichent sur ces îles, depuis que les Seychelles ont interdit la chasse aux tortues en 1994. Depuis 2007 que nous collectons des données, le nombre de tortues qui nichent a vraiment augmenté. Et nous avons fait des efforts très positifs pour limiter le dérangement des tortues lorsqu'elles viennent pondre. Je pense donc que l'impact a été très positif. Au prix d'efforts considérables, les tortues se hissent sur la plage vers un endroit protégé. Avec leurs pattes arrière, elles vont creuser un nid pour pondre leurs œufs. Elles combleront ensuite le trou et disperseront le sable pour dissimuler au maximum l'emplacement du nid. Georges poursuit ses relevés sur Saint-François. Il découvre de très nombreuses traces. Si nous mesurons la largeur des traces, tout ce qui dépasse 1 mètre correspond à une tortue verte, la plus grande espèce, et tout ce qui est en dessous d'1 mètre sera la tortue hawksbill, qui est la plus petite espèce. Vous avez vu les traces qui descendent jusqu'au niveau de la marée haute, ce qui signifie qu'elle est remontée la nuit dernière, et vous voyez le sable, il a été récemment remué partout. 55 jours après la ponte, les premières tortues apparaissent. Le début d'un parcours bien périlleux pour éviter tous les prédateurs qui se mettront sur leur chemin. La pêche industrielle a beau se pratiquer loin de ces îles, elle génère pas mal de déchets. C'est le cas des DCP, ou dispositifs de concentration de poissons utilisés principalement pour la pêche au thon. Ces radeaux, formés d'un assemblage d'objets flottants, se prolongent sous l'eau par des filets ou des cordages, afin de piéger des bancs de poissons. Le risque de surpêche est garanti. Eleanor et son équipe récupèrent ces assemblages laissés à l'abandon qui dérivent au gré du courant. Vous savez, depuis que plus personne n'habite sur ces îles en permanence, il n'y a plus de pêcheurs sur les récifs. Et c'est très important. Alors, quand tu mets la tête sous l'eau près des récifs coralliens, ici, c'est hallucinant le nombre de poissons. Et particulièrement des espèces comme les mérous et les vivanos, qui sont très souvent surexploités dans les zones peuplées. Je veux dire, je n'ai jamais vu autant de mérous dans ma vie. Située entre Saint-François et Alphonse, l'île Bijoutier est un minuscule îlot d'une grande utilité pour les tortues et les oiseaux. Des traces récentes indiquent que les tortues y sont venues pondre en nombre. La morphologie de l'île se modifie. Ainsi, à partir des données que nous avons recueillies, nous pouvons voir qu'elle a changé de forme au cours des 15 dernières années environ, mais elle s'est également déplacée de 40 mètres vers l'est pendant cette période. Donc, l'île s'érode d'un côté et s'accumule de l'autre, et cela a vraiment profité aux tortues vertes, car cette plage s'élargit et il y a une belle zone de sable doux pour pondre leurs œufs. Nous voyons passer un grand nombre de tortues sur Bijoutier. Mais malheureusement, à cause de l'érosion sur l'autre côte, la forêt est en train de disparaître. Elle abritait beaucoup de puffins fouquets, qui sont des oiseaux de mer qui nichent au sol. Leur nombre a diminué. Nous pouvons donc vraiment voir comment l'érosion a des effets positifs et négatifs sur notre faune locale.
L'archipel ne compte que 98 000 habitants, dont la plupart vivent à Mahé, l'île principale des Seychelles. Malgré une pression touristique immobilière de plus en plus importante, de nombreuses baies restent magiques, comme celle de Port-Glo. Dominée par le parc national du Morne séchellois, la plage est rarement fréquentée. La baie sert de point de repli aux marins lorsque les conditions météo se dégradent. En remontant le cours d'eau qui débouche dans la baie, on découvre la mangrove. Il y a quelques années, avant que l'hôtel Constance Ephelia ne s'y installe, subsistait un vieil internat à l'abandon entouré d'une végétation en piteux état. Les efforts conjugués d'une ONG et de l'hôtel ont permis de redonner vie à la mangrove. Cette zone était complètement morte avant, sur environ 2 hectares. Au début, nous avons fait beaucoup de tentatives de plantation où nous prenions simplement les semis et les plantions dans la boue. Mais la plupart d'entre eux mouraient à cause de la chaleur ou alors c'était les crabes qui mangeaient les graines. Et puis nous avons commencé par créer des pépinières et là, le taux de survie a été supérieur à 90%. Ça a été un travail d'équipe entre l'hôtel, les communautés et même les ONG locales. Au cours des 5 ou 6 dernières années, nous avons planté environ 4000 arbres, rien que dans cette zone. Nous avons ici les 7 types de mangroves qui poussent ici aux Seychelles. C'est le seul endroit aux Seychelles, à part Aldabra, où l'on trouve cette variété. Et c'est la raison pour laquelle ce site a été déclaré Ramsar en 2004. De l'autre côté, la mangrove débouche sur l'Anse-Trousse à l'eau, bordée de roches granitiques comme beaucoup d'autres îles des Seychelles. Le granit témoigne du passé lointain de l'archipel. Il y a 200 millions d'années, lorsqu'il appartenait à un seul et même continent, le Gondwana. Créé par la séparation des plaques tectoniques indiennes et africaines, les Seychelles ne sont donc dans leur majorité ni d'origine corallienne ni volcanique. La baie de Port-Launay abrite plusieurs récifs de coraux qui constituent la réserve marine du même nom. Face à Port-Glo, l'île Thérèse est une autre curiosité géologique. Longue d'un peu plus d'1,5 km, elle culmine à 164 mètres au-dessus de la mer, ce qui pour les Seychelles est déjà beaucoup. Elle n'est pas habitée, même si un temps elle fut à vendre. En remontant la côte ouest vers le nord, Anse-Beauvallon est une très longue plage qui attire les amateurs de baignade. Alors que le jour vient de se lever, nous avons rendez-vous avec Dan et son équipe, qui figurent parmi les derniers pêcheurs traditionnels de l'île. Ils pratiquent la pêche dite au filet, dont l'objectif est d'attraper les bancs de maquereaux qui naviguent dans très peu d'eau à proximité de la plage pour pondre leurs œufs. En s'éloignant, le bateau déroule le filet. Dan va réaliser un arc de cercle pour délimiter la zone de pêche et prendre au piège ainsi les poissons. Ses coéquipiers tendent l'autre extrémité de la corde afin de remonter progressivement le filet sur la plage. Le piège s'est refermé, mais ce ne sera pas une fournée abondante. La saison du maquereau est presque terminée. Ils vont plus à l'extérieur. Avant, il y en avait beaucoup. Maintenant, ils vont pondre plus loin. Un peu plus tard, la seconde tentative est plus fructueuse. Mais il convient de bien distinguer les espèces. Alors celui-là, pas trop d'arêtes. Celui-là, pas trop d'arêtes. Celui-là, beaucoup d'arêtes. Il y en a un avec des grands yeux, d'autres petits yeux. Vous voyez la différence? Celui-là, grands yeux et l'autre petits yeux. Une fois le tri effectué, une partie sera vendue sur place.
sachant qu'aux Seychelles, il est hors de question de mettre le maquereau au réfrigérateur. Il doit se manger frais, sinon le goût s'altère. L'autre partie va être livrée au marché de Victoria, la capitale du pays. Dan a exposé ses poissons à l'entrée du marché, mais d'autres étals présentent des poissons savoureux. Préparés à la maison ou au restaurant, les produits de la pêche occupent une place importante dans la cuisine quotidienne. Les piments en font aussi partie intégrante de l'art culinaire séchellois. Le marché reste un lieu de vente très fréquenté, un débouché important pour les petits agriculteurs de l'île. Dans le centre de la capitale, les vieilles bâtisses créoles se font de plus en plus rares. Les habitations fonctionnelles ont pris le dessus sur les maisons en bois qui avaient une durée de vie limitée. Cette réplique de Big Ben a été érigée en 1903 pour signifier l'attachement de l'île à la couronne britannique et sa détermination à s'émanciper de la tutelle de l'île Maurice. La capitale rassemble des édifices religieux de cultes différents. La cathédrale de l'Immaculée Conception, construite au XIXe siècle, en est le monument le plus imposant. Tout près, un vaste bâtiment abrite la résidence du clergé, la Domus. À une centaine de mètres, le temple hindou, dédié au dieu Ganesh, attire lui aussi l'attention. En retournant sur la côte ouest, l'enchantement se poursuit sur la plage de Grande Anse, quasi déserte. Avec l'île aux vaches qui lui fait face, c'est sans aucun doute un des lieux les plus calmes et les plus paradisiaques du territoire. Elle aussi est cerclée par des blocs de granit, érodés par la marée et le vent. Un peu plus au sud de Mahé, entre les collines bien nommées de Cannelle et l'Enfoncement, le Jardin du Roi est un vibrant témoignage de cette époque coloniale où le commerce des épices faisait la richesse de l'île. La propriétaire du lieu, Micheline Georges, s'est efforcée de maintenir le domaine familial. Ça, ici, je vous dirais, sur cette propriété, c'est comme si on vivait à l'époque. Rien n'a changé, la maison est encore là. Ancien jardin d'épices aménagé à la fin du XVIIIe siècle à l'initiative de Pierre Poivre, ce vaste domaine présente quelques 150 variétés d'arbres, d'arbustes et de fleurs. Il est né de la volonté de la famille Georges de faire découvrir aux visiteurs les nombreuses plantes cultivées aux Seychelles. Fruits de cythère, fruits à pain, corosol, citronnelle ou encore goyave. Pendant le dernier siècle, si vous voulez, on exportait tout le copra, toute la cannelle, et nous avons de bonnes qualités d'épices. La vanille, ils sont bons. Nos épices, nos cocos, les copras qu'on faisait, il y avait une valeur extrême parce que c'était de la bonne qualité. Le muscadier déploie ses branches devant l'entrée de la propriété. La noix de muscade a elle aussi fait les beaux jours des marchands de saveurs exotiques. Toujours dans le sud, la baie Lazare étale ses eaux limpides bordées d'une plage de cocotiers. Le cap Lazare est une réserve naturelle où les tortues se retrouvent pour pondre. Le nom de la baie vient du capitaine Lazare Picot, qui entre 1742 et 1744 a exploré les Seychelles et baptisé un certain nombre de sites avec des noms français. Au-dessus des blocs de granit, on trouve les vestiges végétaux d'une ancienne plantation. La vanille, qui n'a pas été pollinisée, y pousse en abondance et de manière erratique.
C'est un terroir fertile pour cette épice. Plus bas, dans l'hôtel qui a repris cette plantation, le chef Arlen Moselle nous révèle une recette créole pour cuisiner l'un des meilleurs poissons que l'on trouve aux Seychelles, le bourgeois. Ici, on a préparé du poisson grillé à la créole, avec les ingrédients créoles. Les poissons, c'est du bourgeois. Ici, on a les épices, l'ail, gingembre, chitin et curry pilé, du bélambi. Avec, pour la sauce créole, on a des oignons, tomates et du poivron. Après 20 minutes de cuisson, la sauce en question s'est bien imprégnée de toutes les épices. Accompagné de riz safrané et de riz blanc, c'est évidemment un régal. Un peu plus loin, à Anse-la-Mouche, Alcide protège de la pluie ses créations devant son atelier. Il achève une commande pour un anniversaire. Le peintre se consacre aussi, dès qu'il le peut, à des créations plus personnelles. La musique, la nature, les questions d'environnement, la créolité sont autant de sources d'inspiration. Ici, on a ce qu'on appelle histoires. Je vais dire ça en créole pour faire la différence entre l'histoire et les histoires. Les histoires, on raconte des choses un peu fabres, vous voyez, ce qui fait plaisir, ce qui est un peu mensongère, disons, qui fait rêver. Et partant, ça tient bien dans mes œuvres sculpturelles, disons. Certaines pièces sont très étonnantes, comme cette racine qui ressemble à un coco de mer. C'est vraiment magnifique et c'est vraiment une pièce exceptionnelle, quoi. Lorsqu'on le voit comme ça, là, c'est naturellement comme un coco de fesse. Que la naissance sort de ça, alors c'est ça que je travaille dessus, quoi. La culture créole, la culture séchelloise, c'est pas encore vraiment bien ressorti en travers pas seulement moi comme artiste, mais les autres artistes, quoi. Et peut-être moi je veux aussi être partie de ces genres d'artistes qui fait sortir notre façon de vivre, nos cultures. Face à Anse-la-Mouche, l'ancienne demeure du photographe italien Gianpaolo Barbieri a été transformée en hôtel. L'artiste s'était installé sur une petite crique du Cap Lazare dans un cadre magnifique. Grand photographe de mode dans les années 60 et 70, Barbieri s'est ensuite consacré aux photos de voyage et de découverte. Pas besoin de rechercher l'excellence gastronomique pour faire de bons petits plats. Dans la rue ou chez l'habitant, on peut déguster de succulents samoussas ou des gâteaux piments. Nadine Barra, l'une des chefs de l'hôtel, nous délivre une recette très simple mais renommée, la salade de cœur de palmier. Ce cœur de palmier est un légume endémique qui provient d'un cocotier bien particulier ici aux Seychelles. Ici, on aime bien le consommer en salade, même si on a tendance à l'appeler la salade du millionnaire.
Je vais vous montrer une recette simple, mais savoureuse, avec ce cœur de palmier. J'ajoute des carottes, ça amène un peu de couleur. De la mangue. Les Seychellois mettent toujours de la mangue. Ça apporte un goût sympa. Des piments. De l'huile de coco, une petite goutte. Et pour finir, une sauce à base de citron vert et de miel. Bon appétit. Fais la peine, regardez mon paoulé, regardez mon paoulé, regardez les Américains, ils viennent regardez mon paoulé, regardez. It's just a state of flux, too much but not enough at the same time. I know that you ain't fine, I know you. Dans la partie sud de l'île, la côte orientale n'est pas en reste en matière de plages de rêve. En particulier Anse Royal, certainement l'une des plus connues de l'île. L'eau y est de faible profondeur. Le dimanche, c'est un rendez-vous prisé par les habitants de la région venus profiter de ces eaux cristallines. Au sud, à l'autre extrémité de la plage, l'église Saint-Joseph, construite en 1931, a pratiquement les pieds dans l'eau. Rénovée en 2005, elle reste un élément iconique de cette baie. Nous partons à présent vers une île assez originale de l'archipel, Silhouette, qui doit son nom à un ministre des Finances de Louis XV. On l'aperçoit de la plage de Beauvallon, là où nous avons suivi les pêcheurs au filet. Elle n'est distante que de 30 km de Mahé. Son spectaculaire relief, très prononcé par rapport aux autres îles de l'archipel, la fait ressembler à une grande forteresse. Le mont d'Auban domine à environ 740 mètres une jungle équatoriale très fournie. C'est la seule île des Seychelles d'origine volcanique. En 1860, un marin français, Auguste d'Auban, s'installe avec sa famille sur Silhouette. Il va progressivement acquérir l'île entière, défrichant la forêt afin de cultiver de la cannelle, de la vanille ou du café. Il plante aussi beaucoup de noix de coco avec lesquelles il fabrique du copra, dont l'industrie cosmétique est friande. Plusieurs générations vont se succéder jusqu'en 1960. Date à laquelle Henri d'Auban vend l'île au gouvernement des Seychelles. Une zone protégée y est créée, n'accordant qu'une licence à un hôtel pour exploiter le plus discrètement possible l'une des plages de l'île. La maison familiale où se sont succédées plusieurs générations est devenue un musée et un restaurant. Un témoin quasi unique d'une période faste pour la famille et pour l'île dont les affaires étaient très florissantes. Dans le village de La Passe, l'école est fermée. Il reste encore quelques habitants descendants de cette époque, mais ils désertent peu à peu l'île. Selon eux, ils avaient plus d'une centaine de personnes qui travaillaient pour eux. Et ils avaient une plantation de différentes épices, principalement comme la cannelle, les noix de coco, et aussi du thé, oui, principalement des herbes. C'était vraiment florissant parce qu'il y avait une vraie demande pour des produits comme la cannelle, les noix de coco, voire les bananes, parce que c'était spécialement fabriqué localement. Il y avait une vraie demande à l'époque et les affaires marchaient vraiment bien. Silhouette est constituée en grande partie de syénite volcanique, déposée là après une éruption massive qui aurait eu lieu il y a environ 63 millions d'années. Le cimetière marin a été progressivement envahi par la végétation. Légèrement en retrait, le mausolée de la famille d'Auban, réplique de l'église de la Madeleine à Paris, donne une idée des moyens financiers dont il disposait à l'époque.
Depuis 2010, la quasi-totalité de l'île de Silhouette est classée parc national. Une protection qui permet de préserver tout à la fois les vestiges historiques de l'île que sa biodiversité. Au nord de Mahé, à 1 heure environ de bateau, Praslin est sans doute l'île la plus connue de l'archipel. Elle coche toutes les cases de la carte postale. Mais elle abrite aussi de véritables cathédrales végétales dissimulées au-dessus de la baie Sainte-Anne, le port d'arrivée sur l'île. Ces chemins de randonnée serpentent parmi les glacis noirs, les lataniers, les pandanus, sans oublier les cocos de mer ou cocofesses, des cocotiers qui produisent des fruits aux formes évocatrices. Toute la forêt et les vallées alentours font partie du parc national de Praslin, une réserve naturelle créée en 1979 s'étendant sur 675 hectares. Avec un peu de chance, on peut y apercevoir des perroquets noirs et des pigeons bleus. Les plages de Praslin sont classées parmi les plus belles plages de l'océan Indien, avec une mention spéciale pour Anse Lazio. À chaque extrémité de la plage, des blocs de granit donnent l'impression d'être sortis d'un décor de cinéma. Même la couleur de l'eau semble plus belle ici qu'ailleurs, avec son camailleux de bleu variant sans cesse en fonction du soleil et des nuages. Les baies autour d'Anse-Boudin sont protégées et font partie du parc marin de Curieuse. Là encore, on ne se lasse pas du panorama. À quelques brassées de Praslin, Cousin est une île vraiment particulière. Elle a été le premier territoire dans le monde en 1968 à avoir été racheté pour sauver de l'extinction un oiseau, la rousserolle des Seychelles. Depuis, en dehors de l'ONG qui prend soin de l'île, c'est un sanctuaire dédié aux oiseaux, aux tortues et à la nature. Les visiteurs sont tolérés en nombre restreint. Ils ne peuvent accoster qu'à bord d'embarcations de l'ONG Nature Seychelles pour éviter toute introduction malheureuse de rats ou autres prédateurs. Depuis 50 ans, la nature a repris ses droits. Les derniers vestiges d'exploitation de coprah ont été recolonisés par les espèces sauvages. La consigne est de laisser la nature s'épanouir sans intervenir. Seuls ces murets sont encore visibles. Le nodie-brun est sans doute l'espèce la plus représentée. Il niche partout sur l'île, tout comme la guiguise blanche qui vit généralement en couple. Aujourd'hui, la gestion de l'île de Cousin sert de référence dans le monde entier. Sans prédateurs, les nodices juvéniles peuvent se développer en toute quiétude, tout comme les pailles en queue qui nichent à même le sol. Normalement, sur Cousin, nous ne surveillons pas seulement les oiseaux terrestres, mais aussi les oiseaux marins. Nous avons donc 7 types d'oiseaux marins sur l'île, comme ces oiseaux qui nichent au sol. Nous avons ici un petit pailles-en-queue que vous voyez là, et nous les surveillons de la reproduction à la nidification et de l'œuf à l'âge adulte. Nicher à même le sol reste quelque chose d'exceptionnel. Seul un environnement comme celui de Cousin peut le permettre.
Ce n'est pas normal de voir des oiseaux nichés au sol, surtout dans des endroits comme Mahé, Pralin, la digue. Mais Cousin est très spécial car nous n'avons pas de prédateurs tels que des rats, des chats, des chiens sur l'île. Ils sont donc libres de construire leur nid là où ils ont l'impression de pouvoir profiter au mieux de l'île. L'histoire s'est répétée il y a une trentaine d'années, avec la disparition annoncée d'une autre espèce, le chamas des Seychelles, plus connu sous le nom de pie-chanteuse. Malheureusement, lorsque les gens sont arrivés pour la première fois, ils ont amené des rats avec eux, ce qui a obligé certaines îles à s'en débarrasser. Ils ont introduit aussi des chats, qui ont tous deux complètement décimé la population de Magpie Robin des Seychelles. À un moment, il ne restait plus que 12 individus sur toute la planète. Un énorme effort a été fait pour tenter de le sauver. Et nous avons mis en place une petite équipe dédiée qui était le Seychelles Magpie Robin Group, concentré sur la sauvegarde de cette espèce. Là encore, le programme de production et de réintroduction des oiseaux a été exemplaire. Aujourd'hui, l'espèce est sauvée. On en trouve même sur les îles voisines. Nous avons remarqué depuis quelques années, disons depuis 4 ou 5 ans, que pendant la saison sèche, il y avait eu beaucoup de pluies, qui ont eu pour conséquence de détruire les nids, et cela a donc entraîné une légère baisse du nombre de nidifications menées à terme. Les tortues géantes des Seychelles s'épanouissent sur Cousin. Surnommées tortues éléphantines, ce sont les plus grosses de la planète. Elles peuvent peser jusqu'à 300 kg et vivre plus de 100 ans. Leur petite cousine marine privilégie aussi la quiétude de l'archipel pour venir pondre. Comme sur beaucoup d'îles de l'océan Indien, l'érosion commence à poser problème. Autour de Cousin, nous avons perdu une dizaine de mètres de terrain, ce qui a touché certaines maisons. L'érosion a aussi affecté une partie du site de nidification des tortues. Vous savez que Cousin est l'un des plus grands sites de nidification de la tortue hawksbill dans l'ouest de l'océan Indien. Et avec l'érosion, la plupart des nids de l'année dernière ont été submergés. Les jours de Cousin sont comptés, mais nul n'est capable de prédire si elle disparaîtra dans 20, 30 ou 50 ans. Troisième île de l'archipel par sa population, la digue connaît aussi les faveurs des visiteurs. À 6 km de Pralin se trouvent les plages légendaires d'Anse Source d'Argent et Anse Coco. On y découvre de petites criques paisibles baignées d'une eau turquoise, même si le succès touristique de la digue a quelque peu entamé sa tranquillité. Il n'y a quasiment pas de voitures sur l'île. Les quelques 3000 habitants circulent presque tous à vélo. Comme partout aux Seychelles, l'école de la digue est très engagée sur le plan écologique. Ici, on récupère l'eau de pluie pour les sanitaires, la cour de récréation est bordée d'arbres et des panneaux photovoltaïques produisent l'énergie solaire. L'exploitation de la noix de coco a fait vivre plusieurs îles de l'archipel. L'Union Estate a longtemps fabriqué de l'huile de coco à partir du copra. Jusque dans les années 80, le commerce était florissant avant que l'île de Palme ne bouscule cet équilibre. Aujourd'hui, la production d'huile de coco tourne au ralenti pour alimenter à la fois les besoins des habitants et le marché touristique. Pour voir s'il y a de l'eau dedans. S'il y a de l'eau, c'est bon à ouvrir. On commence comme ça. Je pousse. Et 3. Hop. Bon.
c'est les cocos qui tombent par terre. Et c'est ça les cocos qu'on utilise à enlever la peau et on met au calorifère. C'est dur, hein. Et là, après, on les coupe en petits morceaux pour mettre au moulin. Et du coco qu'on a coupé en petits morceaux pour mettre au moulin. Il faut prendre 35 kilos de coco séché. Et après le moulin, c'est ça, on gagne 8 à 10 litres. C'est là que l'huile vient et voilà l'huile. C'est différent entre les cocos verts et les cocos jaunes. Les cocos jaunes, c'est plus ou moins le coco qu'on boit de l'eau. Mais les cocos verts, c'est le coco qu'on utilise plus ou moins pour faire l'huile de coco. Et les cocos verts aussi, on utilise dans la maison, on les fait râper, si la râpe, ou dans un blender. C'est ça, on gagne le jus, lait de coco. Et on utilise ça à faire la cuisine et différentes choses dans notre cuisine créole. Derrière l'Union Estate, en bord de plage, le chantier naval a su se réinventer. Pendant plusieurs décennies, le père de Joël Morin, l'actuel propriétaire, a fabriqué des bateaux traditionnels entièrement en bois. L'arrivée de la résine a bousculé les certitudes et les savoir-faire. Le bateau en bois coûte plus cher. Par ailleurs, le gouvernement a limité la coupe du bois pour préserver la ressource. C'est pour ces raisons que nous sommes allés sur la fibre de verre. Depuis, le chantier accumule les commandes et peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Il a fallu tout changer. Et les bateaux en bois ont été remplacés progressivement par des bateaux en fibre de verre qui sont en outre plus solides. Sur la digue règne toujours une ambiance nonchalante, un art de vivre calme et paisible. Mais pour tous ceux qui ne vivent pas du tourisme, ce n'est pas évident de trouver du travail et de pouvoir rester sur l'île. Les vieilles demeures traditionnelles sont peu à peu abandonnées. Robert, qui est guide de randonnée, a choisi de préserver la culture et le patrimoine de son île et de les partager. Il a monté un orchestre qui joue notamment du mucha, une musique traditionnelle séchelloise qui se perd peu à peu. La musique traditionnelle pour nous, c'est une très grande importance dans notre vie parce que c'est nos ancêtres qui ont créé la musique. Et c'est une façon aussi pour nous de détendre. C'est une façon aussi pour nous pour montrer aux visiteurs notre culture, notre tradition. Au-delà de la musique, Robert a fédéré autour de lui un groupe dans lequel la solidarité prime. Derrière les belles images de cartes postales, être né à la digue et continuer à y vivre est loin d'être simple. Je l'ai rencontré, il est devenu comme un frère pour moi. Son l'ambiance, son l'énergie qu'il y a, c'est pour tout garder. En termes d'écologie, les gens, nous tous qui sont là sur l'île, on est une seule famille. Et on garde l'amitié. L'amitié, c'est notre priorité, sécurité, comme les boulots qu'on fait. Sur les hauteurs du village de La Passe, posée sur l'un des immenses blocs de granit, la maison de Léon Bacot domine le quartier.
Léon termine une commande pour un hôtel autour du thème du poisson. Ici, là, le bois que j'ai utilisé pour ce plateau-là, c'est une bois qu'on appelle ça le bois d'amira. Et ici, cette bois-là, nous utilisons même pour faire les meubles, même les bateaux aussi. Mais une très belle bois. Hein? Léon est un véritable artiste. Ses œuvres sont régulièrement saluées comme des créations originales et audacieuses. C'est une forme d'hommage aux méthodes anciennes dont se servaient les familles pour effectuer les récoltes. Ici, c'est un peu le commencement, une nouvelle naissance, et le petit bébé la symbolise. Ça demande beaucoup là. On aimerait ici avoir plus d'artistes, mais cela n'intéresse pas vraiment les jeunes. Ils ne souhaitent pas s'initier pour apprendre le métier, et c'est vraiment dommage. À l'image de Léon, à la digue comme ailleurs aux Seychelles, les habitants tentent de préserver leur savoir-faire et leurs traditions tout en protégeant un environnement de toute beauté.